Tout d'abord, un grand merci à la Banque Populaire puis au GDG pour avoir organisé cet event. Aujourd'hui, je viens vous parler de Open Banking. Mieux peut-être, non? Voilà, en haut gauche, on passe en plein écran. Où ça? Le bouton vert, en haut gauche de la fenêtre. Ça ira. Donc oui, je viens vous parler d'Open Banking. Donc je me présente, Quentin. Je travaille pour ForgeRock. Alors je ne viens pas vous vendre des trucs aujourd'hui, plutôt en évangéliste d'Open Banking. Donc l'idée c'est de vous expliquer ce que c'est que ce standard. On va parler de Open Banking, le standard, hein. Je vous préviens tout de suite. Mon rôle à ForgeRock, ça a été d'abord de travailler sur l'OpenID Provider d'OpenAM. Et depuis un an, j'ai été un peu propulsé dans le monde d'Open Banking et j'ai travaillé en collaboration avec Open Banking Ltd, donc une organisation que je présenterai un peu plus tard, pour à la fois collaborer sur le standard au niveau sécurité et implémentation. Donc voilà. Alors Open Banking, on ne peut pas parler d'Open Banking sans dire un mot quand même sur PSD2. PSD2, c'est une directive européenne, un peu comme GDPR si vous voulez, c'est un peu les guidelines pour ce qu'on devrait faire dans le futur, dans la finance. Mais ce que n'est pas PSD2 pour sûr, c'est une solution technique. D'accord. Et c'est ce qui est important à retenir ici dans ce talk. Et que Open Banking, le standard, est en fait une réponse technique au challenge de PSD2. Ça va se dérouler sur plusieurs versions, voilà, pour atteindre la version 3 qui sera compliant à PSD2. Voilà. Aujourd'hui, on est version 1, par exemple, et version 2 va être implémentée par les banques très récemment. Pour promouvoir ce standard, le gouvernement anglais a demandé aux 9 banques majeures de l'implémenter. Voilà. Donc c'est eux, ils n'ont pas le choix sur la solution technique. Et au 13 janvier, je crois, cette année, ils ont ouvert leurs premières API. Donc Open Banking, c'est un standard qui est déjà basé sur ODC OS2 qui a fait ses preuves, qui est implémenté par des banques et qui est aujourd'hui déjà réalisé. Si on compare avec d'autres solutions qu'on trouve aussi sur le marché, comme Berlin Group, on n'en est pas déjà au stade d'avoir un standard qui est réalisé. Ils sont toujours à la discussion. Donc c'est quand même aujourd'hui le point dominant sur le marché de l'open banking. Donc on verra d'autres standards naître de ça. Alors je voulais prendre quelques exemples, j'en ai mis plein, mais j'en voudrais en prendre un ou deux pour vous expliquer ce que ça va être pour vous en tant qu'utilisateur open banking. Alors moi par exemple j'ai plusieurs comptes, notamment en France et en Angleterre, et ce que je suis intéressé c'est d'avoir une application qui me résume en une seule vue tous mes comptes bancaires. Et en allant un peu plus loin, j'aimerais que par exemple il me propose une catégorie sur mes dépenses par exemple, et que ça soit externe à la banque, voilà. Donc que ce soit un service supplémentaire. On peut imaginer qu'à partir de là, si toutes les fintechs, les startups ont accès à ces données, on peut quand même imaginer des choses plutôt belles arriver sur le marché. Donc ça c'est un exemple, voilà. Changer de banque sera plus facile, on peut quand même l'espérer, c'est un peu le but de PSD2, donc permettre une transition. L'idée étant que les banques aient des API communes avec ce standard, et donc changer d'une banque à l'autre devrait être facilité de ce moyen-là. Alors ça, pour l'instant, on a parlé de ce qu'on appelle l'agrégation de données financières. Le standard, c'est aussi une innovation au niveau du paiement. Aujourd'hui, on est tous habitués à payer par débit carte ou NFC. L'idée innovante d'Open Banking ici, c'est d'uniformiser le transfert bancaire. L'idée est assez simple, hein. C'est que finalement, quand vous payez avec quelqu'un ou un ami, vous lui demandez son IBAN et vous faites le transfert, ça prend à peu près 3 jours. Bon, vous vous rendez compte qu'il y a potentiellement, on pourrait automatiser ça, mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait au point. Donc le standard s'attaque à ce problème-là. Et je vais vous prendre l'exemple comment ça marche avec Amazon, par exemple. Donc Amazon irait voir la banque et dirait, voilà, je voudrais initier un paiement, une demande de paiement de 160 pounds pour Quentin. La banque va lui renvoyer un ID et dire, voilà, tu vas présenter ce token à Quentin et il va pouvoir
il continue le paiement. Donc Amazon ensuite me redirige vers ma banque avec cet ID, ce payment ID. Je vais donc voir ma banque. Ma banque va m'identifier tout d'abord avec une biométrique, ce qui est demandé par PSD2. Vous allez ensuite, parce que j'ai ce petit token, la banque va pouvoir me dire, bah voilà, apparemment tu veux payer Amazon 160 pounds, le consentement, es-tu d'accord? Chose importante dans PSD2. Et ensuite, elle va me demander de choisir mon compte. Voilà. À partir de là, tout est fait au niveau utilisateur, donc mon expérience est quasiment terminée. Je suis redirigé vers Amazon avec un code. Donc là, Amazon va généralement afficher un message Success Payment. Elle va prendre ce code, elle va l'échanger pour avoir un access token avec la banque. Et ensuite, elle va, ce qu'on va faire un payment submission. Il faut dire, je veux payer maintenant. Voilà, je veux recevoir l'argent. Et comme elle a ce token qui lui, on va dire, contient le consentement de l'utilisateur, la banque va pouvoir autoriser le paiement. Donc voilà sur le principe de ce nouveau paiement qui n'a pas eu d'usage de carte ou autre, juste du bon sens pour automatiser l'idée d'un transfert bancaire. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait nous ForgeRock? Nous on est ce qu'on appelle un OpenID provider. En quelques mots, vous connaissez tous ce que c'est qu'un OpenID provider dans le fond, puisque vous utilisez généralement Google OpenID Connect quand vous vous connectez sur un autre site, vous ne créez pas un autre compte. Ça, c'est la solution Google. Nous, ce qu'on offre, c'est en marque blanche. Voilà. Donc, on a beaucoup de services que finalement vous utilisez aujourd'hui ForgeRock, puisque la SNCF, EDF, ce sont des services que vous utilisez aujourd'hui, que vous avez certainement un compte, et finalement vous utilisez le produit OpenID Provider de ForgeRock. Bon, ça c'est une chose, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qui est le point fondamental du standard, puisqu'il est basé dessus. Donc ça c'est les banques. Mais pour, on va s'imaginer qu'aujourd'hui vous êtes tous une boîte FinTech qui souhaite innover dans le domaine bancaire. Vous n'avez pas besoin d'un OpenID Provider, c'est pas votre souci. Non, vous serez client des API. Voilà. Et donc nous, dans cette idée-là, on souhaite promouvoir le standard. Voilà, c'est pour ça que je me suis annoncé comme évangéliste. L'idée, c'est plutôt que voilà, faire promouvoir les possibilités qu'il y a avec ces API et pousser à l'innovation. Dans cette idée-là, on a travaillé avec Open Banking en collaboration pour créer ce qu'on appelle une sandbox de développement. Donc on a créé un produit qui est gratuit, accessible à tous, la première sur le marché aujourd'hui, qui offre à qui veulent bien le tester, s'intégrer pour tester finalement ce flow et pouvoir aller, on va dire, live, utiliser les vrais bons. Voilà, c'est permettre cette transition. On est fervent que voilà, pour qu'il y ait une vraie intégration d'un standard, il faut qu'il y ait tous les outils pour les développeurs pour qu'ils puissent comprendre et innover. Donc ça passe avec cette sandbox, mais pas seulement. On va vous offrir des tutoriels vidéo, on va faire peut-être un hackathon à Londres pendant 2 jours. Un moment pour innover tous ensemble. Et puis on est aussi disponible sur Slack pour répondre à vos questions. Alors, je ne promets pas que dans 2 ans je pourrai répondre aux questions de tout le monde, mais aujourd'hui j'essaye de répondre aux questions de toutes les personnes qui s'intéressent au Open Banking aujourd'hui. Voilà pour ce qu'on fait aujourd'hui. Donc un petit résumé, PSD2 c'est les guidelines, Open Banking c'est le standard, nous ForgeRock on fait ce qu'on appelle une modèle banque. Voilà, est-ce qu'il y a des questions maintenant? Parce que je vais passer sur une partie où on va plonger un peu plus dans le côté technique. Est-ce qu'il y a des questions sur globalement à quoi sert Open Banking ou choses comme ça? Non? Bon, allons-y, on va plonger directement dans le standard. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est parce que peut-être que vous n'êtes pas tous dans le milieu de l'Open Banking. Donc, je vais essayer de décrire les technologies de manière générale et ensuite leur application dans Open Banking. Okay. La première librairie standard que je voudrais vous présenter, peut-être que vous la connaissez déjà sans doute, hein, on appelle ça JOT, bon, JWT, hein, mais ça se prononce JOT. Ben, pardonnez-moi, je vais utiliser JOT terme pour toute la présentation. Donc quel est le principe de cette librairie et quel problème on essaye de résoudre? Alors voilà, vous avez sans doute stocké des JSON dans le côté client, par exemple dans un cookie. Vous avez sans doute aussi remarqué que l'utilisateur peut modifier ce JSON. Voilà. Il n'y a aucune contrainte qui oblige l'utilisateur à ne pas toucher au JSON que vous avez stocké du côté utilisateur. Pour résoudre ce problème-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un JOT, qui est un wrapper autour d'un JSON et qui signe ce JSON, qui le rend finalement immuable. D'accord ?
Et c'est une pierre angulaire pour Open Banking, puisque, étant donné qu'en finance, on essaye qu'évidemment, toutes ces données qui vont transiter finalement par le web browser utilisateur ne soient pas modifiables et qu'on puisse vérifier l'authenticité de chaque message à chaque instant. Donc un concept important, alors je présente rapidement. Alors le JWT, c'est le côté à gauche, ok. Ça paraît moche, mais c'est en fait assez HTTP friendly. Et donc l'idée, c'est que vous avez trois parties que j'ai mis en trois couleurs, séparées par 3 points, voilà. Et elles sont base64 encodées, ok. Alors la partie du haut, c'est ce qu'on appelle le header. C'est une partie qui n'est pas signée, d'accord. Donc en fait, en réalité, tout le monde pourrait modifier ce header. Il faut le considérer comme un méta, et que ce méta permet de vérifier la signature. Donc quiconque modifie un peu ce header va corrompre finalement le moyen de vérifier la signature, et finalement il n'y a pas d'intérêt, parce que si on ne peut pas vérifier la signature, le JWT est invalide, donc il n'est pas exploité. Donc on ne va pas stocker par exemple un email dans ce header, évidemment, ça n'aurait pas de sens. On va plutôt le stocker dans les clés. La partie du bas, ça s'appelle la signature. Rien de compliqué pour l'instant. Et les claims, c'est donc votre JSON. D'accord? Donc voilà un JWT. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va parler de signature d'un JWT. Plusieurs méthodes. Sans doute que vous êtes habitué à Client Secret avec un password. Bon, ça marche, il n'y a pas de souci, mais il y a quelques use cases qui ça va pas vraiment fonctionner. Imaginez par exemple que je décide de vous envoyer mes slides sous forme d'un JWT, théoriquement. Vous recevez tous ce JWT et vous êtes un peu suspicieux que votre voisin n'ait pas modifié les slides pour vous corrompre. On va imaginer ce use case là. Si on est sur une clé symétrique avec un password, finalement tout le monde pourrait modifier le JWT, puisque vous avez la clé finalement, la clé privée. Donc finalement, un JWT signé avec HMAC, c'est plutôt pour une relation d'un serveur avec un client par exemple, mais pas pour une diffusion comme ça d'un JWT. On va plutôt utiliser ce qu'on appelle une clé asymétrique, dont le but c'est que par exemple moi, je vais vous diffuser sous un endpoint ce qu'on appelle un JWT URL. Donc vous consultez ça, mon endpoint, et vous allez récupérer un JSON qui diffuse la liste de mes clés publiques. Ok. Et donc ça c'est une clé publique. C'est comme un certificat, mais c'est un peu plus sympa à regarder. Hein, d'accord, mais ça contient les mêmes informations. Donc je vais vous diffuser mes clés publiques. Et vous allez regarder le JWT, regarder le header. Vous allez pouvoir récupérer la bonne clé qui a servi à signer le JWT. Et de cette manière, vous allez pouvoir vérifier que les slides que vous avez envoyés sous forme de JWT a bien été, dont je suis bien l'auteur. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez vérifier à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est un concept important pour vérifier tout ce que vous recevez dans votre système. Alors un JWT, ça permet aussi d'encrypter. Donc on voit ici par exemple que j'ai ma clé d'encryption. Le principe étant que si je diffuse ma clé publique d'encryption, vous pouvez l'utiliser pour encrypter les choses. Et moi, ayant la clé privée, je pourrais décoder tout ce que vous m'enverrez. Pourquoi utiliser une clé asymétrique? J'ai envie de dire, au niveau sécurité, c'est quand même bien, d'une part. C'est quand même beaucoup plus robuste. Et ça permet de faire ce qu'on appelle du key rotation. On peut tourner la clé très rapidement, toutes les 2 heures, et ça ne pose aucun problème dans le système. Faire tourner un password toutes les 2 heures, c'est déjà un peu plus challenging, j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de OIDC, qui va, vous allez voir, on va utiliser des JWT maintenant. Je vais vous proposer, tout d'abord, peut-être je vais présenter OAuth2 OIDC, au cas où c'est encore des notions qu'il faut présenter. Alors OAuth2, quel est le principe? C'est le principe de clé. Vous imaginez qu'il y a une clé, une porte et une pièce. La clé, c'est ce qu'on appelle un access token. La porte avec la serrure, ça va être, on va le représenter comme l'authorization server, celui qui va garantir que la clé permet d'accéder à la ressource. Et la ressource, c'est la pièce. Voilà. Mais en tant que tel, si je donne la clé à mon voisin, il peut ouvrir la porte et accéder à la ressource. Il n'y a pas de notion d'identification dans OAuth2. Ça, c'est important. Il n'y a pas d'identification. Alors, le problème qu'on a vu naître dans le passé, c'est qu'il n'y avait que OAuth2 avant. Et les gens avaient vraiment besoin de cette notion d'identité. Et ils ont commencé à jouer un peu avec le standard OAuth2 et à triturer pour mettre cette notion de OIDC. Bon, c'était le bazar. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les choses à plat, ils ont fait OIDC.
Et OIDC, maintenant, au mieux de vous fournir juste une clé, un access token, il va vous fournir ce qu'on appelle aussi un ID token. Et vous serez libre d'utiliser à la fois les deux, ou que l'ID token. Alors l'ID token, vous êtes familiarisé avec ce concept à travers les sites que vous utilisez, parce que c'est ça qui est utilisé quand vous vous connectez à un autre site avec OpenID Connect. Il récupère un ID token de Google et c'est ça qui va servir d'identification. L'access token, il est un peu oublié dans ce cas. Il va être utilisé par exemple si l'application essaie d'utiliser vos Google Docs. Là, elle va reconnaître votre identité et avoir un access token, elle va vous demander un access token pour accéder à vos Google Docs. Et là, ouais, on va utiliser les deux. Dans le cas d'Open Banking, on utilise principalement les access tokens. Okay. Les ID tokens, ça va plutôt être un jeu de sécurité qu'on va mettre par-dessus. Okay. Alors si je vais, par expérience, honnêtement, en termes OAuth2 ou OIDC, OIDC c'est vraiment un standard qui englobe OAuth2. Donc la plupart, si vous regardez des articles sur Internet, quand ils parlent d'OIDC, il y a le concept de OAuth2 déjà derrière. Donc c'est plus facile, généralement on parle d'OIDC et ça regroupe les deux concepts. Voilà. Alors je vais prendre deux flows d'Open Banking, assez simples, un très simple et un peu plus complexe. Et je vais faire de manière générique et le relier à Open Banking. Alors quelques termes qui sont assez importants à comprendre rapidement. Un TPP, c'est les fintech, les boîtes innovantes. Okay, c'est comme ça qu'on les appelle. On les sépare en deux parties. On va l'appeler AISP, celle qui s'occupe de l'agrégation de data. Je sais pas, e-bank, comme ça, qui affiche et catégorise les data. Et on va parler de PISP pour ceux qui font du paiement. Donc par exemple Amazon sera un PISP. Okay. Une banque, bon, ça va s'appeler ASPSP. Bon, on va l'appeler banque aujourd'hui, ça sera plus simple. SSA, on va l'oublier pour aujourd'hui, et PSU, ce sera vous. Et ces notions, je les mets dans les graphes, les diagrammes, donc ils vont les rappeler. Premier flow que je souhaiterais présenter, c'est le Client Credential Flow. C'est vraiment la base, et c'est pas ça qui a fait la popularité de OAuth2, de OIDC. Mais c'est un principe assez fondamental qui vise à une application à pouvoir récupérer un access token pour elle-même. Elle joue le rôle de PSU dans ce cas-là. Quel cas on peut utiliser ça? Imaginez que votre application souhaite récupérer sa configuration. On va reprendre cet exemple-là. J'en prendrai un autre avec un après. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller voir l'Authorization Server. Elle va dire, bah voilà, je suis l'application B et je souhaiterais avoir un access token pour voir ma config. Elle va récupérer un access token et après elle va avoir ce qu'on appelle le resource server, qui est sans doute le config server dans ce cas-là, et elle va lui présenter l'access token et récupérer sa config à ce moment-là. Il y aura un système d'identification pour cette requête-là, mais généralement dans ces cas-là, on utilisera plutôt MATLS, ce genre de technologie, pour identifier le client de l'API. Voilà. Si je prends maintenant l'exemple avec Open Banking, ça c'est vraiment ce qui se passe. La première chose que n'importe quel fintech va devoir faire, c'est ce flow-là, et ça sera pour créer un paiement. Donc tout à l'heure, j'ai parlé que Amazon, elle allait voir la banque pour créer le paiement. Vous vous souvenez? Et bien, c'est exactement ce flow-là qu'elle va utiliser. Elle va faire un Client Credential Flow à l'AS, elle va récupérer un access token, elle va lui demander en même temps, excusez-moi, de prendre un paiement, pour autoriser un paiement. Elle va prendre cette clé donc, qui va lui permettre de créer une ressource de paiement, et elle va ensuite demander à la banque de créer une payment request. Okay, c'est ce process-là. Donc un process assez simple, et qui utilise les JOT d'ailleurs, en termes d'identification. On a parlé tout à l'heure de JOT avec les signatures. Ça permettait de vérifier l'authenticité d'un message. Si on pousse un peu plus loin, on peut voir qu'on pourrait s'en utiliser pour identifier une personne. Le principe est simple, c'est si on se met tous d'accord que si je signe c'est moi, par exemple, dans le message du JOT, et ben, si par convention on dit que quand je mets c'est moi, ça veut dire que ça me représente et que je signe par moi-même, c'est un peu comme si j'avais signé mon propre passeport. Vous voyez ce que je voulais dire? Bon, évidemment, c'est pas c'est moi qu'on met dans le message, ça sera la claim subject avec mon ID. Mais c'est ce token-là, c'est un super token, entre guillemets. C'est ce token qui va représenter mes credentials à la place d'un password. C'est un token qui ne devra pas être échangé avec tout le monde, parce qu'évidemment, ça serait là, du coup, donner mon identité à tout le monde. Donc, c'est généralement un token qu'on utilise comme ici,
d'un client à un serveur sous HTTPS. Et généralement, pour la sécurité, avec une disparition très faible, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup. Donc le JWT ici utilisait le principe de signature pour faire un passwordless authentication. Voilà, alors ça ressemble à ça, un Client Credential Flow, hein, c'est mon screenshot Postman, donc vous voyez, il y a 4 paramètres, c'est vraiment pas dur. Vous mettez Payment dans le scope, vous balancez votre JWT que vous avez signé au préalable, et vous récupérez un Access Token. Un Access Token qui, comme vous pouvez peut-être le remarquer, c'est aussi un JWT. Voilà. Ce qui permet d'introspecter un token. Bon, c'est un peu plus technique, mais c'est une fonctionnalité importante. Donc voilà ce premier flow, bon, assez basique. La popularité de OpenID s'est faite sur celui-là, okay, sur Authorization Flow. Et c'est un flow qui a la particularité d'impliquer 3 parties. C'est là un peu l'enjeu. Comme un transfert, il y a 3 personnes. L'idée est simple. Je vais vous prendre, j'ai vu il n'y a pas longtemps que Waze, dans leur application, ou le GPS, là, il vous permettait de vous connecter à Spotify. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit truc-là. Bon, alors je ne sais pas si c'est OIDC derrière, mais je pense que oui, hein, honnêtement, parce que Spotify est aussi un OpenID provider. Et donc, en fait, dans cet exemple-là, Waze serait l'application cliente. Okay. Et ce que veut faire Waze, c'est accéder à vos musiques. Alors, vos musiques, plutôt le compte des musiques, parce que vous n'avez pas forcément la propriété de vos musiques dans Spotify. Ce qui se passe, c'est un flow un peu plus complexe. Vous allez d'abord aller sur Waze. Vous allez cliquer sur l'application, le truc Spotify dans Waze. Ça va dire à Waze que vous voulez accéder à Spotify. Ce qu'il va faire Waze, c'est qu'il va vous rediriger vers Spotify avec une demande d'autorisation d'accès. C'est ce qu'on voit ici. Là, on voit ma souris, ouais. C'est ce qu'on voit ici. On redirige l'utilisateur vers, donc ici, l'Authorization Server, ça sera Spotify, hein, avec une demande d'accès au compte Spotify. Là, on va s'identifier sur Spotify, on va avoir la fameuse pop-up qui vous dit « Vous autorisez Waze à accéder à vos musiques ?» Vous dites « Oui ». Ce qui va se passer, c'est que Waze va vous rediriger en fait vers Waze avec un code. Et à partir de là, Waze va faire ce qu'on appelle un code exchange. Elle va échanger ce code pour un access token. Petite particularité ici, certains pourraient se dire, bah oui, mais pourquoi on ne retourne pas directement l'access token, par exemple? L'idée déjà, c'est que l'access token, il passerait par l'utilisateur. Dans le cas de Spotify, c'est vrai qu'on se dit, c'est sa musique, tout après tout, pour avoir l'accès à la clé, ça va trop un problème. Pour le domaine bancaire, c'est pas trop l'idée. Hein. Si on peut se passer de passer l'access token à l'utilisateur, on le fait. Donc c'est pour ça qu'on passe par un code qui sera échangé après identification avec un JWT encore, de telle manière qu'on se garantit que c'est uniquement Waze qui aura accès à l'access token, qui ensuite l'échange sur l'API Spotify pour avoir la musique. Voilà. Voici un exemple que vous avez peut-être vu au quotidien. Alors maintenant, dans le domaine de Open Banking, bon, c'est globalement la même chose, mais c'est un peu plus complexe, parce qu'en fait, les flows s'enchaînent un peu. On va partir du principe qu'avant ce flow-là, vous avez réussi avec Amazon à avoir ce qu'on appelle ce Payment ID, et que maintenant, vous voulez avoir l'autorisation de l'utilisateur pour ce paiement. Donc vous allez signer la requête avec le Payment ID dedans, que vous allez renvoyer l'utilisateur sur la banque, comme ici. La banque va pouvoir garantir avec le JWT, vérifier la signature, que c'est bien Amazon qui a initié la requête avec le bon Payment ID. Elle va identifier l'utilisateur par biométrique. Elle va afficher le consentement pour Amazon à partir de la request qui a été faite là. Elle est capable de retrouver les informations adéquates. Important, hein, c'est un challenging à ce point-là. Et la même chose, voilà, une redirection, le code. La seule chose qui fait à la fin qui est différent, c'est que Amazon ne va pas accéder à la musique, mais faire ce qu'on appelle un payment submission. Voilà. Donc voilà, c'était un peu le flow principal qui est très très populaire aujourd'hui. Alors je voulais vous présenter, je parlais tout à l'heure, à ce moment-là, de ce qu'on appelle une request parameters qui était signée. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est juste pour démystifier un peu. C'est un JSON qui contient le payment ID dedans et qu'on signe en JWT.
On en a vu au début. La redirection, bah, pour un web browser, ça se fait juste avec un 302, hein. C'est assez simple. Et l'échange, bah oui, il y a pas, franchement, c'est pas très compliqué dans le fond, hein, puisque vous dites juste que vous voulez échanger, vous mettez le code. Bon, là, c'est le redirect URI, c'est pour les questions de sécurité, c'est important. Vous mettez encore votre job pour vous identifier et vous récupérez l'access token. Voilà. Alors, ce que je voudrais juste dire dans le domaine bancaire, dans cet exemple-là, c'est que le deuxième access token que vous avez récupéré, il a quand même bien plus de pouvoir que le premier, puisque ce deuxième access token, il contient le consentement de l'utilisateur. J'ai vu beaucoup de TPP, comme on appelle, qui commencent à utiliser le premier access token, ils se disent bah tiens, c'est un access token, donc je peux faire le payment submission. Non, non, cet access token ne contient pas le consentement de l'utilisateur. C'est uniquement celui-là qui contient le consentement de l'utilisateur. Voilà. Donc, les access tokens, ce sont des clés. Vous n'ouvrez pas toutes les portes avec n'importe quelle clé. C'est un peu la même idée. Donc voilà. Et le payment submission, bah, en fait, vous mettez votre access token ici, vous l'échangez et vous avez une payment submission à la fin. Voilà. Donc, bah, je ne sais pas comment changer, mais je voulais quand même vous présenter un petit peu en vrai à quoi ça ressemble. Donc là, je vous ai montré des screenshots de la collection Postman qu'on vous fournit. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc ça c'est libre, on l'a mis sur GitHub. Si vous voulez par exemple demain explorer un peu, ça ressemble à quoi, open banking, j'aimerais voir est-ce que c'est vraiment dur de faire un paiement, etc. Bah, on vous fournit une Postman Collection que vous avez juste à cliquer comme ça et vous pouvez voir ce que j'ai fait très rapidement, en laisse le mentir. Voilà, vous pouvez voir ce que c'est qu'un Client Assertion Jot. Voilà, c'est juste signer ce type de choses. Et puis jouer avec l'application Postman pour finalement apprendre et aller en prod après. Ce que je voudrais juste dire, c'est que bon, on vous fournit cette sandbox. Je mettrai des liens à la fin qui vous donnent la chaîne YouTube, etc. Elle est compliant au open banking, donc il n'y a pas de compromis de sécurité. Donc c'est important parce que quand on est une application fintech, on veut vraiment tester un cas réel. On ne serait pas juste voilà, une simplification d'open banking. Non, c'est vraiment, on n'a aucun compromis au niveau sécurité. Donc bah, des fois les flows ils sont un petit peu longs, mais c'est voilà, au final c'est exactement ça que vous devriez faire avec avec HSBC par exemple, qui a une API open banking ouvert. Voilà. Voilà, peut-être, si j'ai le temps. J'ai le temps. Alors, je vais vous montrer, si je suis chanceux et que j'ai pas l'effet de démo comme d'habitude, le paiement que je vous parlais tout à l'heure, sans carte. Voilà. Je vais y arriver, je vais essayer. Ouais, on va essayer. Donc voilà, bon, excusez-moi pour les UI, hein, je suis pas un pro, mais... voilà, donc en fait, là vous avez votre panier, et vous allez avoir... le choix d'un paiement open banking. Donc ici, c'est notre banque, elle s'appelle ForgeRock Financial. Okay, donc vous allez pouvoir cliquer, imaginez que c'est Amazon hein, que vous faites votre commande. Vous allez pouvoir cliquer sur payer avec open banking. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà eu l'échange entre Amazon, le code, etc. Et vous êtes redirigé avec le request parameter qui doit être tout au fond là, dans le URI ici. Donc ici, je m'identifie. Alors c'est... on va essayer. Voilà. J'ai pas mis la biométrique ici parce que c'est pour les développeurs, donc c'était un peu, à chaque fois que vous testez l'API, c'était un peu chiant. Donc je l'ai pas mis, mais en gros voilà, après vous êtes affiché le consentement, vous vous autorisez, vous voyez que là il y a marqué, bah voilà, je paye la somme à Quentin, et puis j'autorise, et vous choisissez votre compte, voilà. Et puis là vous voyez, hop, je suis rédigé par le shop qui affiche le succès. Voilà. C'est cette expérience-là que j'espère que vous allez pouvoir dans les prochaines années. Alors on va être optimiste, on va dire l'année prochaine, hein, mais techniquement, il n'y a rien qui stoppe aujourd'hui une application fintech de l'offrir d'aujourd'hui. Voilà. Et ben ça sera tout. Ce que je voudrais finir, ouais, c'est sans doute vous parler de... vous donner des liens, voilà.
Donc on vous offre, voilà, en collaboration avec Open Banking, on vous offre cette plateforme de Sandbox. Donc vous pouvez la trouver ici. On vous donne du sample code. Voilà. Donc vous avez l'application Postman, vous avez du sample code. Alors moi je l'offre en Java sous Spring, enfin moi c'est mon truc à moi. Mais Open Banking l'offre sous Python aussi, hein, donc vous avez un peu le choix. De toute façon, l'application Postman est générique, donc quel que soit votre langage, vous pourrez retrouver ces concepts-là. J'ai fait une chaîne YouTube où je fais des tutoriaux pour qui retrace un peu vraiment lentement ce qu'on fait, puis j'explique tous les points à sécurité et technique à chaque instant. Et puis voilà, vous avez aussi le Slack, hein, je vous invite à l'utiliser. Je pense que quand même accéder à des experts gratuitement, poser vos questions, c'est une chance. On ne pourra pas faire ça pendant des années. Et aujourd'hui, ouais, on répond à toutes les questions, que ce soit architecture, sécurité ou des points techniques précis. Je vous remercie. Vous avez des questions? Bien sûr. J'ai une question par rapport à l'abonnement. En fait. Est-ce que vous pouvez peut-être passer un micro? Pour celui-là, tu vas sur la table. Oui, c'est par rapport à tout ce qui est abonnement, par exemple un abonnement à un magazine, à un livre où on a des prélèvements mensuels ou semestriels. Est-ce que c'est prévu dans la norme ou est-ce que c'est pour une prochaine version? Tout à fait. Effectivement, c'est prévu. Il me semble que c'est en V3. Voilà, V3 qui sera sorti en août. Donc, le temps que ça s'implémente, etc. Mais c'est prévu, effectivement. Il faut couvrir tous les cas usuels. Hein, donc, tout ce que PSP, je ne sais pas si vous familiarisez avec le concept de Payment Service Provider, offre aujourd'hui, sera couvert par le standard. D'autres questions? Je ne sais pas si tu auras la réponse, mais je me demandais si sur les 9 banques qui se sont lancées dans l'open banking, est-ce qu'ils avaient comme stratégie d'ouvrir toutes leurs données, donc des données internationales, si c'était des banques internationales, ou juste les données qu'elles avaient locales, quoi, régionales, enfin d'Angleterre, quoi. Alors je crois qu'elles étaient mandatées à ouvrir toutes leurs données. Il n'y a pas de restriction de ce côté-là. Alors au niveau des 9 banques, on a vraiment 4 banques qui ont réussi à être à temps. Les autres sont encore là, mais elles sont un peu frileuses au niveau sécurité, donc on sent que c'est un peu frileux. Voilà. C'était par rapport aux applications qui existent déjà, type Bumpkin, Lydia, des applications qui permettent de payer directement d'un particulier à particulier. Ouais. Est-ce que, alors je sais pas sur quoi elles se basent pour faire ça, puisqu'en fait c'est une espèce de... Papier privé du coup. Ah, d'accord, et donc ces applications-là vont devoir se mettre à Open Banking ou alors c'est séparé ou... Parce qu'au final, quand ça sera mis en place, les banques le permettront ça. Donc des startups comme ça n'auront plus de plus-value. Alors, pour la première question, elles sont basées sur des API privées. Ce qui fait que la contrainte qu'elles ont pour ces boîtes-là, c'est qu'elles doivent aller voir chaque banque et s'adapter à chaque API à chaque fois. Ce qui fait qu'elles ne vont pas vous offrir ce service avec toutes les banques. Donc là, l'idée, c'est quand même une uniformisation. Ce qui fait que si y a 100 banques en Open Banking, tout d'un coup, elles s'ouvrent un marché de 100 banques. Donc on peut s'imaginer quand même que ces applications, c'est leur dada, c'est leur marché, elles vont le faire, elles vont s'ouvrir. Elles ont toujours sens d'exister. Elles ont toujours un sens parce que on va préférer ceux qui offrira le meilleur service. Et finalement, le paiement de particulier à particulier, ça sera certainement une feature de ce qu'ils font. Et ils permettront de le faire avec toutes les banques. Voilà. Les banques, finalement, auront plus cette nécessité d'offrir ce service. Elles pourront se reposer sur ces boîtes fintech pour offrir ce genre de service. Et du coup, se concentrer sur leur vrai business model. D'autres questions? Bah écoutez, je vous invite à aller essayer quand même, si vous êtes développeur curieux, allez quand même voir à quoi ça ressemble cette application Postman. C'est gratuit, ça vous permettra de quand même voir un peu ce qui va se passer dans les prochaines années. Je
Je vous remercie.